Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de sciences industrielles. Il va s'agir aujourd'hui de t'introduire au SLCI. Alors qu'est-ce que c'est les SLCI? Ça veut dire système linéaire continu invariant. Alors c'est sûrement un terme qui va vous paraître un peu flou. En gros, les systèmes ils sont linéaires parce que on verra par la suite pourquoi c'est si important. Mais en gros, ça fait partie des approximations qui nous sont hyper utiles et qui vont vachement simplifier les calculs dans nos équations. Ce sont des systèmes qui sont continus, ça se comprend parce qu'on va prendre quelque chose d'assez régulier, tout est dérivable à peu près. Invariant parce qu'on considère que les grandeurs avec lesquelles on travaille, les grandeurs géométriques, toutes les constantes avec lesquelles on travaille sont bien des constantes, qu'elles ne dépendent pas du temps ou de la température ou d'autres choses comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les SLCI, ça correspond à tout ce qui concerne les machines, les robots, l'automobile, enfin toutes ces choses qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Et en fait, ça correspond à beaucoup de grandeurs. Alors, ça peut être plein de grandeurs, ça peut être des tensions, ça peut être des vitesses, des positions, ça peut être des températures, des couples, des forces, plein de choses. Il y a plein de grandeurs, il y a également plein d'équations. Donc, toutes ces équations, il faut les mettre. Faut les ranger bien comme il faut. Et donc, au lieu d'utiliser une description temporelle, eh bien, les mécaniciens se sont dit, on ne va pas utiliser les variables temporelles en permanence, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle le domaine de Laplace. Alors, le domaine de Laplace, c'est quelque chose qui paraît un peu flou, parce qu'on introduit une petite variable P. La variable P, on ne comprend pas très bien ce que c'est, mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour le moment, c'est quelque chose qui simplifie les calculs et qui est vachement utile pour la suite. Alors, juste pour information, quand on prend une fonction dans le domaine temporel, eh bien on note dans le domaine de Laplace cette fonction en général avec un grand F majuscule, grand F de P. Et donc il y a des règles qui permettent de transformer les fonctions du temporel dans les fonctions du domaine de Laplace. Alors par exemple, ce qui peut arriver, c'est qu'on ait une fonction du type échelon. Alors une fonction de type échelon, ça va correspondre à une fonction tout simple, qu'on appelle ut, qui est une fonction qui vaut 0 pour les t négatifs et qui vaut 1 à partir de 0. Et donc la transformée d'une fonction du style ut dans le domaine de Laplace, elle vaut 1 sur p. D'accord? Alors évidemment, si par exemple on a une constante devant notre ut, ça correspondrait à un échelon de valeur a. Dans le domaine de Laplace, ça vaudrait 1 sur p. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Eh bien, si par exemple on a non pas un échelon mais carrément une rampe, donc une fonction du style lambda t ut, donc ce qui correspond en fait à une droite pour t positif, dans le domaine de Laplace, ça va nous donner du lambda sur p carré. Une autre fonction qui peut parfois s'avérer utile, la fonction exponentielle moins at avec toujours ut devant, donc il vaut exponentielle moins at à partir de t positif. Et bien dans Laplace, ça vaut 1 sur p plus a. Donc ça, c'est ces fonctions qui sont vraiment à connaître absolument par cœur. Ça va vous être vraiment très utile, donc attention à ne pas vous tromper là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce domaine de Laplace qui est pour le moment assez abstrait pour nous? Et ben on a plein de théorèmes qui sont vachement pratiques pour la suite, parce que des fonctions du style exponentielle ou cosinus, sinus, et ben elles vont se transformer en des fonctions qui sont rationnelles. Et ça, c'est vachement pratique. Alors, je vais vous donner un certain nombre de théorèmes qu'on va utiliser vraiment très souvent. Alors, le théorème de la valeur initiale. Eh bien, on veut tout simplement savoir que vaut une fonction f de t lorsque t tend vers 0. On peut même noter 0 plus. Eh bien, le théorème de la valeur initiale nous dit que ça vaut exactement la limite quand p tend vers plus infini de p fois grand F de p. Donc ce qu'il faut bien noter ici, c'est que là, c'est plus t qui
Donc là, on passe vraiment du temporel au réel. Donc là, on fait tendre t vers 0. Ici, c'est p qu'on fait tendre vers plus infini. Il ne faut pas oublier de multiplier par p devant. Et donc, on fait tendre ça dans la fonction grand f de p, qui est la transformée de la place de la fonction f. Alors là, on a l'équivalent qui est encore plus utile en pratique. C'est le théorème de la valeur finale. Alors, typiquement, genre, vous voulez savoir que vaudra la position à l'instant final. Et bien là, c'est assez intuitif, c'est exactement l'inverse. On fait la limite quand t tend vers l'infini de f de t est égal à la limite quand p tend vers 0 de petit p fois grand f de p. Alors ces fonctions, enfin ces règles, ces théorèmes, ils sont toujours valables en pratique, enfin pratiquement toujours valables. L'important, c'est que ces limites existent. Donc si elles n'existent pas, bah, évidemment, le théorème devient complètement caduc. Alors une autre propriété qu'on va retrouver dans le domaine de Laplace, c'est par exemple vous voulez dériver par exemple n fois une fonction temporelle par rapport au temps, et bien son équivalent dans le domaine de Laplace va être égal à p puissance n fois grand f de p, avec grand f de p, l'unique transformée de Laplace de la fonction f. Alors un exemple qui peut arriver assez fréquemment, si par exemple on vous dit que la transformée de Laplace de x, c'est grand x de p, que vaut la transformée de Laplace de la vitesse? Bah, la transformée de Laplace de la vitesse, eh bien on écrit que v de t, c'est la dérivée de x sur dt. Et donc dans le domaine de Laplace, grand v de p va être égal à petit p, puisqu'on dérive une seule fois, fois x de p. Bien. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Donc, on a introduit ce domaine de Laplace, et donc on a plein d'équations entre nos variables. Donc, chaque variable est liée avec une autre variable par une équation. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de dire que lorsqu'une fonction, une variable e de p, liée à une variable s de p, comme ceci, on introduit h de p qui correspond à la fonction de transfert de s de p vers e de p. Donc ça, c'est la traduction mathématique de l'écriture h de p égale s de p sur e de p. D'accord, c'est clair? Donc, ça se lit dans un seul sens quand indiqué par les flèches, donc attention à ne pas se tromper. Donc typiquement, ce qui peut arriver, c'est que vous ayez une équation du style ut égale à r fois it plus l di sur dt. Donc ça, c'est une équation qui est assez simple pour une bobine, par exemple. Et alors, vous vous dites, ok, donc moi j'aimerais bien lier i de p et grand U de p. Alors comment on fait? On commence par mettre toute cette équation dans le domaine de Laplace. Alors on y va tranquillement. Donc c'est vraiment le domaine de Laplace, on manipule comme le domaine réel. Enfin grosso modo. Donc ut qui est à transformer, grand U de p. Grand R I de t, donc je pose grand R fois grand I de p. Et ensuite j'ai L di sur dt. Donc là vous vous souvenez, quand on dérive une fois dans le temporel, on multiplie par p dans le domaine de Laplace. Donc ça fait plus grand L fois p I de p. Je peux même factoriser si je veux. Ça me fait grand R plus LP fois IP. Donc si maintenant je vous demande de remplir le bloc comme ceci, qui passe de U de P à I de P,
Eh bien, on dit tout simplement que I de P, c'est 1 sur R plus LP de I de P. Et ça, ça veut dire exactement que ce qui se trouve dans le bloc là, c'est exactement ça. Et donc on dirait que ça fait 1 sur grand R plus LP. Donc ça, c'est les schémas blocs vraiment de base, quoi. Alors ce que vous allez également rencontrer, c'est ce qu'on appelle les sommateurs. Alors les sommateurs, ce sont des blocs un peu spéciaux qui, comme leur nom l'indique, somment deux grandeurs entre elles. Donc imaginez tout simplement qu'on ait une grandeur, je sais pas moi, une grandeur U, plus avec une grandeur, je sais pas moi, X, un grand X de P. Et bien à la sortie de ce sommateur, je vais récupérer une variable epsilon de P. Et que vaut-elle? C'est tout simplement grand U de P moins grand X de P. D'accord? Alors les sommateurs, on va les utiliser beaucoup par la suite parce que c'est des organes qui permettent de faire de la comparaison entre deux variables. Alors, et la comparaison, c'est vachement utile parce que ça permet de réaliser des asservissements. Alors, un asservissement, c'est tout simplement le besoin qu'on a de comparer notre consigne par rapport à une variable, par rapport à la variable qui est en cours. Et donc de corriger ensuite cet écart pour le réintroduire dans une chaîne de puissance et vraiment diminuer au maximum et finalement obtenir une valeur de consigne qui est égale à la valeur réelle. Bon, ça vous paraît peut-être un peu flou, mais vous verrez par la suite que beaucoup de choses se passent comme ça. Alors j'aimerais revenir aussi sur une configuration qui arrive très régulièrement, qui va être le schéma de base de l'asservissement. Alors imaginez que vous ayez une grandeur en entrée E de P, avec ensuite un sommateur, enfin un comparateur plus moins, qui va comparer un truc qui sort de B de P. Ici, on va avoir A de P. Et là, on va avoir du S de P. On peut également noter la variable ici, epsilon de P. Donc A de P et B de P, ce sont des fonctions de Laplace qui sont tout à fait générales. On n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'elles valent. Et donc la question que je vous pose, c'est que vaut H de P est égal à S de P sur E de P. Et bien, vous voyez que ça, c'est un truc qui vous semblera évident par la suite, mais on va quand même le calculer. Alors, que vaut S de P? Autrement dit, ce qu'on veut, c'est une relation entre ça et ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de partir de S de P ici et de remonter en arrière. S de P, il vaut un schéma bloc multiplié par une certaine entrée. Là, c'est A de P fois epsilon de P. Là, j'ai simplement traduit cette relation ici. Mais que vaut epsilon de P? Ça aussi, c'est une inconnue. Mais comme par hasard, epsilon de P, on peut revenir encore vers la gauche. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que epsilon de P correspond à une différence entre deux grandeurs. La grandeur qui est ici et la grandeur qui est ici. Epsilon de P égale, on va appeler cette grandeur, je sais pas moi, E'. Epsilon de P est égal à E de P moins E' de P. Encore une fois, que vaut E' de P? E' de P, je vous ai dit qu'il fallait toujours regarder les blocs de la gauche vers la droite, sauf lorsqu'on a une flèche qui revient comme ça. Donc là, E' de P, ça n'est rien d'autre que B de P fois S de P. Et donc si on compile toutes ces équations, ça nous donne que S de P est égal à A de P facteur de E de P moins B de P S de P. Et alors maintenant, comment je m'en sors? Je fais passer tous les S de P de l'autre côté. Ça me fait 1 plus A de P B de P égale fois S de P est égal à A de P fois E de P. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire passer ce terme-là vers ici.
Et j'obtiens que S de P sur E de P vaut A de P sur 1 plus A de P B de P égale H de P. Alors plus tard, cette formule, vous la connaîtrez absolument par cœur parce que vous allez l'utiliser très souvent. Pourquoi, et qu'est-ce qui vous dit ça? C'est que tout simplement, c'est une fonction qu'on appelle la fonction de transfert en boucle fermée. FTBF. Fonction de transfert en boucle fermée. On dit qu'elle est en boucle fermée tout simplement parce que ça forme une boucle absolument fermée avec le correcteur, avec le comparateur ici. Et pourquoi on dit FTBF fermé? Ça s'oppose en fait à la FTBO qui correspond à la fonction de transfert en boucle ouverte. Et la FTBO de P correspond à A de P fois B de P. Donc si vous avez bien suivi ce que je vous ai raconté, eh bien on peut donner une relation toute simple entre la FTBF et la FTBO en disant que FTBF de P est égal à A de P, ça c'est bon, divisé par 1 plus FTBO de P. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur l'asservissement. Voilà, à bientôt.